Merci docteur. Donc, mesdames et messieurs, le LRAM a le plaisir aujourd'hui de partager avec vous son expérience quant aux mesures mises en œuvre pour maîtriser l'hygiène et la sécurité dans ces laboratoires de niveau de confinement 2 et de niveau de confinement 3. Le plan de notre présentation est comme suit. Donc, nous allons commencer par notre introduction, qui suivra par une présentation du LRAM, un rappel du contexte normatif et législatif, et ensuite nous passerons au niveau de confinement dans les mesures mises en œuvre pour maîtriser l'hygiène et la sécurité dans les laboratoires de confinement 2 et les mesures mises en œuvre pour maîtriser l'hygiène et la sécurité dans les laboratoires de niveau de confinement 3, qui sera présenté par notre collègue Dr. Leguet. Tout d'abord, définissons ce que c'est la biosécurité. Donc, c'est un processus horizontal qui regroupe les mesures mises en œuvre pour protéger le personnel et l'environnement des risques liés aux agents biologiques pathogènes, en l'occurrence les micro-organismes et leurs toxines. Il entre dans le cadre de la prévention de risques et pour optimiser ces mesures, les micro-organismes ont été classés en 4 groupes. À cette classification correspondent des conditions minimales de manipulation des micro-organismes qui se déclinent en 4 niveaux de sécurité biologique. Au niveau du LRAM, le respect des exigences réglementaires ainsi que des exigences normatives et de rigueur s'ajoutent à cela les conditions des niveaux de sécurité biologique. Notre laboratoire, donc le LRAM, se situe au niveau de l'AGDEL, donc sur l'avenue Ibn Sina. L'enceinte globale du LRAM est délimitée par le trait plein rouge. Il est constitué en 4 groupes, en 4 bâtiments principaux. Le bâtiment principal, vous voyez ici une vision panoramique. Le bâtiment qui regroupe le département qualité, le département de microbiologie alimentaire, le bâtiment qui abrite le DBS et le bâtiment qui est en cours de construction. La superficie totale au sol du laboratoire est de 5220 m². Quant aux superficies techniques, elles sont de 2086,35 m². Pour ce qui est du nombre de personnel, il est de 223, plus 9 sentinelles qui a le laboratoire de biochimie, le laboratoire de biologie moléculaire médicale, le laboratoire de bactériologie alimentaire, le laboratoire d'hématologie, le laboratoire de parasitologie médicale, le laboratoire d'immunosérologie et le laboratoire d'exploration de la diase urinaire. Un des groupes de mesures réalisées afin de maîtriser la biosécurité. Donc, les premières mesures entrent dans le cadre de l'aménagement et la conception des locaux. Donc, de telle sorte que la superficie des agencements des locaux, de même que toutes les installations sont en adéquation avec le type et la charge de travail, en conformité avec les exigences réglementaires et normatives. Les espaces de travail sont sécurisés et le LRAM dispose d'une ergonomie de telle sorte que la circulation des personnes, des déchets et des échantillons est bien réglementée. Cette sectorisation nous a permis de définir 3 types de zones: les zones techniques, les zones administratives et les zones annexes. Au sein du LRAM, les accès sont également contrôlés via des vigiles, une vidéosurveillance et un système digitalisé. Donc chaque personnel a un code unique d'accès. En plus de ça, chaque accès est enregistré. On a une traçabilité sur un logiciel informatique. Donc aussi, également à l'entrée de chaque zone sensible, les affiches et les pictogrammes de sécurité sont accrochés et les conditions environnementales sont contrôlées. Comme vous voyez illustré sur cette photo, donc on a un enregistreur de température et un enregistreur d'hygrométrie, et chaque jour le technicien de météorologie vient relever les données des conditions environnementales. Malheureusement, il y a un peu de lumière, donc les photos ne sont pas très claires. Donc le deuxième groupe de mesures réalisées pour assurer la biosécurité au niveau du LRAM, c'est l'hygiène des locaux, donc qui est une composante fondamentale pour éviter les contaminations et prévenir la prolifération des micro-organismes. Donc selon la nature de l'activité, le degré de fréquentation et les types de mobilier, chaque zone a une fréquence et un horaire de nettoyage bien défini. Par exemple, pour les zones techniques, les paillasses et les plans de travail sont réalisés par les techniciens, donc le personnel technique. Quant au sol, murs, fenêtres et bureaux, ils sont réalisés par les techniciens de surface. Également pour les zones administratives, les zones annexes et les zones propres, donc où il n'y a pas de risque de contamination biologique, c'est les
nettoyage. Quant à l'ensemble des locaux, on réalise une fois par mois un grand nettoyage. Donc, au fur et à mesure de notre exposé, nous vous présenterons un certain nombre d'instructions qui sont établies et appliquées au niveau de notre laboratoire. Là, c'est un type d'instruction, SHS INS 18, qui fait partie de notre système documentaire. Donc, on a sur cette instruction donc, qui, où, comment, avec quoi, quand et à qui. Donc, c'est une instruction qui définit les tâches d'un technicien d'analyse pour le nettoyage d'un laboratoire. La deuxième, un autre exemple, donc cette instruction elle est spécialement dédiée aux techniciens de surface. Comme vous voyez ici, cette instruction est plus illustrée et elle est traduite en arabe pour les techniciens de surface pour plus de compréhension. Toutes les opérations de nettoyage, que ce soit faites par les techniciens de surface ou par les techniciens d'analyse, sont transcrites dans un enregistrement qui est vérifié ensuite par l'assistant et le responsable de la sécurité. Une fois les opérations de nettoyage réalisées, donc un contrôle de l'efficacité ainsi que de l'efficacité du nettoyage ainsi que des conditions environnementales donc, est requis. Donc, premièrement, on a soit les contrôles visuels de nettoyage qui se font quotidiennement pour éviter toutes les opérations de nettoyage et de ramassage des déchets. Et le deuxième type de contrôle, c'est le contrôle microbiologique. Au niveau du laboratoire, il y en a deux. Donc, soit c'est le contrôle de désinfection des surfaces, soit c'est le contrôle de l'aérobiocontamination. Pour ce qui est du contrôle microbiologique de désinfection de surface, il est réalisé grâce à un applicateur pour standardiser le prélèvement et des boîtes de contact de forme convexe. Pour ce type de contrôle, on recherche la flore mésophile totale et des levures et moisissures. Donc on réalise un dénombrement. Pour ce qui est de l'aérobiocontamination, elle est réalisée avec un collecteur qui est placé sur un trépied. Donc c'est une méthode par impaction. Également pour l'aérobiocontamination, on fait un dénombrement des levures et moisissures et de la flore mésophile totale. Et finalement, pour l'hygiène des locaux, la dernière mesure prise, c'est la désinsectisation et la déradisation, afin d'éradiquer les insectes et les rongeurs nuisibles. Donc on a établi un contrat avec les sociétés prestataires qui vient faire des interventions préventives tous les 2 mois et des interventions d'urgence en cas d'invasion. Donc ces opérations d'insectisation et de déradisation concernent tous les locaux du LRAM, y compris les canalisations, les regards d'égouts et les jardins. Troisième mesure pour assurer la biosécurité, c'est l'hygiène et sécurité du personnel. Au sein du LRA, nous avons toute une liste de consignes principales d'hygiène et de sécurité qu'il faut respecter et le major de chaque secteur est chargé de veiller à l'application de ces mesures. Une des mesures d'hygiène et sécurité du personnel, c'est l'hygiène des mains, qui est fondamentale et impérative. Pour ce faire, on a 2 méthodes au niveau du LRA, soit un lavage simple des mains, soit un traitement hygiénique des mains par friction. Pour ce qui est du lavage simple des mains, le LRAM dispose de 36 robinets photoélectriques, dont 4 à disposition des patients, associés à des distributeurs de savon et des distributeurs de papier essuie-tout jetable. Quant au traitement hygiénique des mains par friction, le LRAM dispose de 44 distributeurs de solutions hydroalcooliques, dont 4 qui sont à disposition des patients. Deuxième point pour l'hygiène et sécurité du personnel, c'est le suivi médical. Au niveau du laboratoire, le suivi médical est réalisé par le correspondant santé du LRAM et contrôlé par le service de santé de la gendarmerie royale. Une attention particulière est accordée à la couverture vaccinale. Pour ce faire, chaque personnel a un carnet propre à lui. Donc ça, c'est la page de garde d'un carnet de santé du LRAM. Il comporte les antécédents médicaux, les consultations, les bilans biologiques, les vaccinations, donc DT, polio, BCG, hépatite B, typhoïde et puis une page de la grippe, et aussi des accidents d'exposition au sang, donc les ALS et les autres accidents de travail. Troisième mesure d'hygiène et sécurité du personnel, c'est le respect de l'équipement de protection individuelle. Donc au niveau du laboratoire, chaque personnel dispose de blouses, de pantalons et de paires de sabots. Pour les blouses, on a un code couleur qui définit l'activité de chaque secteur. Pour les techniciens de surface, ils ont des combinaisons et des chaussures de sécurité également, ainsi que pour les techniciens de maintenance. L'entretien de ces EPI réutilisables est réalisé par une blanchisserie prestataire et bien que nous avons une blanchisserie du service social de la gendarmerie qui sera spécialement dédiée au laboratoire. Quant aux EPI à usage unique, donc au niveau du laboratoire,
masques à gaz, des protections, des lunettes de protection, des protections auditives, des surchausses, des calottes, des charlottes et des surposes. Pour ce qui est de l'exposition sonore, le laboratoire a fait appel au LP2E pour réaliser la détermination de l'exposition sonore du personnel et les résultats ont été plus que satisfaisants. N'empêche, des casques ainsi que des stop-bruits sont à disposition du personnel pour ceux qui, dans le bruit des automateurs, pour ceux que le bruit des automates gêne. Donc, un cas particulier est celui du laboratoire de bactériologie médicale qui dispose d'un vestiaire dit propre. Donc, au niveau du vestiaire, vous voyez la photo illustrée du vestiaire ici. Donc, on trouve des surblouses, des sabots autoclavables ainsi que des surchausses pour des potentiels visiteurs. Donc, les sabots autoclavables sont pour le personnel qui travaille. Donc, cette tenue est obligatoire avant de dépasser la zone tampon qui est délimitée par la bande rouge au niveau du sol. Ces mesures sont de plus en plus pertinentes compte tenu du nombre croissant des VMR isolés des spécimens biologiques au niveau du laboratoire. Autre mesure d'hygiène et sécurité du personnel, donc on a l'utilisation des enceintes de confinement. Donc tous les VQSN ont été abolis du laboratoire de recherche d'analyse médicale de la gendarmerie royale et remplacés par 11 postes de sécurité microbiologique de type 2. Également pour la manipulation des produits chimiques à dégagement toxique ou à dégagement d'odeurs nauséabondes, ELRAM dispose de 8 autres aspirants. Donc, quatrième mesure afin d'assurer la biosécurité, elle regroupe la sécurité des transports. Donc, au niveau du laboratoire, il existe 3 types de transports. Donc, soit on a un transport intra-laboratoire qui est réalisé dans des boîtes de transport spécialement dédiées, soit un transport hors laboratoire quand il s'agit d'une réception. Donc, quand il s'agit d'un prélèvement à domicile réalisé par l'infirmier, donc il emmène avec lui la palette spécialement dédiée afin d'assurer les bonnes conditions de prélèvement. Quand il s'agit d'un centre d'hémodialyse conventionnée, donc le LRAP a fait don à ces centres de sacs isothermes, d'accumulateurs de froid et de pochettes hermétiques munies de matière absorbante. Le troisième type de transport, c'est un transport hors laboratoire, donc quand il s'agit d'une expédition, cela se fait dans des boîtes tri-compartimentées, selon l'exigence de l'ADR quand il s'agit d'un transport routier ou le IATA quand il s'agit d'un transport aérien. Pour ce faire, 4 personnes du LARAM ont été formées au transport des matières dangereuses et disposent d'un diplôme IATA. Le transport des spécimens biologiques humains se fait dans des récipients de prélèvement incassables et 99% des prélèvements effectués sur site des prélèvements sont effectués sur site afin de réduire au minimum le contexte de transport. Donc, cinquième mesure pour assurer la biosécurité, c'est la gestion des déchets. Le LRAM produit différents types de déchets selon la nature de son activité. Donc, on a les déchets d'activité de soins à risque infectieux ou déchets biologiques ou nommés par la loi marocaine déchets médicamenteux et pharmaceutiques. Ils sont de 3 types. Donc, soit les déchets biologiques solides, mous, non piquants et non tranchants, les déchets biologiques solides, piquants ou tranchants et les déchets biologiques liquides. On a les déchets chimiques dangereux comme l'acide chlorhydrique, les déchets chimiques non dangereux comme les détergents, les déchets d'animalerie, les déchets assimilés aux déchets ménagers et les déchets verts suite à l'entretien des jardins. Donc pour le tri, la collecte et le transport de tous ces types de déchets, donc, ils sont réalisés conformément aux exigences réglementaires. Donc, si illustrer une instruction de tri et conditionnement des déchets, donc selon le type de déchets, on a différents types de conteneurs. Pour ce qui est du traitement des déchets biologiques, il est réalisé in situ par des procédés écologiques. Pour ce qui est des déchets biologiques solides, ils sont traités dans un broyeur stérilisateur. Donc, ils sont traités à une température de 140 degrés et une pression de 4 bars, ce qui permet l'abattement des micro-organismes de 10 puissance 8 et une réduction du volume des déchets de 80%. Pour ce qui est des déchets biologiques liquides, ils sont réalisés dans une station d'épuration à l'aide de l'acide péracétique, donc c'est également un procédé écologique. La sixième mesure pour assurer la biosécurité, donc il s'agit de la formation et de l'information du personnel qui bénéficie dès son embauche d'une formation à l'initiation de l'hygiène et de la sécurité, ainsi qu'à des séances de sensibilisation qui lui sont dispensées aux besoins. Donc en cas d'écart de nouvelles
du LRAM où sont réalisés ces types de sensibilisation et ces types de formation. Et enfin, la dernière mesure pour assurer la biosécurité au niveau du LRAM, donc c'est l'évaluation des risques qui est un préalable indispensable à la maîtrise des risques. Donc on définit l'évaluation des risques comme l'identification et la hiérarchisation des risques pour conduire à la sécurité de tout personnel du laboratoire en vue de mettre en place des actions de prévention pertinentes. Elle est également un inventaire exhaustif et structuré de tous les risques, en plus d'une analyse des modalités d'exposition en matière dangereuse, qu'elles soient biologiques, chimiques ou physiques. Les mesures, suite à cette évaluation des risques, il y a des mesures qui en découlent visant à maîtriser ou à réduire ces risques, qui sont transcrites dans un plan d'action qui fait l'objet de réévaluation annuelle et à chaque fois que l'unité de travail a été modifiée. L'évaluation des risques s'appuie également sur l'étude des causes de travail avec la participation active des opérateurs parce que c'est eux qui connaissent le mieux les gestes, les habitudes et les dysfonctionnements de leur poste de travail. L'importance d'un risque est proportionnelle à la combinaison de son degré de gravité, donc de 1 à 4, ainsi que de sa fréquence d'exposition, donc également de 1 à 4, ce qui nous permet de rationaliser cette méthode et la hiérarchiser pour donner naissance à 3 types de priorités de ces mesures. Donc, que ce soit des mesures de priorité de type 1, des mesures de priorité de type 2 ou des mesures de priorité de type 3. Comme résumé de l'évaluation des risques, donc elle englobe 9 grands principes. Donc, le premier est d'éviter les risques, le deuxième est d'évaluer les risques qui ne peuvent être évités, le troisième, combattre les risques à la source, le quatrième, adapter le poste de travail, tenir compte de l'état d'évaluation de la technique, remplacer ce qui est dangereux parce qu'il ne l'est pas ou parce qu'il est moins dangereux, planifier la prévention, prendre des mesures de protection collective et donner les instructions appropriées aux travailleurs. Donc, si illustrer un exemple de grille d'évaluation des risques dans les laboratoires de microbiologie, dans le laboratoire de bactériologie, mycologie médicale, le laboratoire de parasitologie médicale et le laboratoire de préparation des milieux de culture. Donc, sur ce tableau sont inventoriées toutes les situations dangereuses avec les risques qui en découlent, le degré de gravité du risque ainsi que sa fréquence d'exposition, son niveau de priorité ainsi que les mesures de prévention existantes. Comme exemple, nous allons prendre donc, la manipulation des spécimens biologiques, donc, qui est un risque biologique. Son degré de gravité est de 3, sa fréquence est de 3 vu qu'il est imminent, donc permanent au niveau, donc, pendant toutes les heures de travail. Donc son niveau de priorité est de 3. Les mesures de prévention existantes donc, sont les pays à disposition, les documents SNU, le matériel à usage unique, les conteneurs à déchets à disposition, les pointeaux à distribuer savants et les distributeurs de solutions hydroalcooliques, l'utilisation adéquate des PSM, un système de vérification d'air qui est déjà réduit, un contrôle microbiologique de l'environnement, une visibilité du personnel de l'extérieur du local, donc chaque porte est munie d'une vitre, ainsi qu'une couverture vaccinale. Donc un autre exemple qui a été relevé lors de cette évaluation des risques, pour ce qui est du laboratoire de parasitologie médicale, il y avait un risque susceptible de manipuler des spécimens biologiques qui contiennent des agents pathogènes de groupe 3. Donc lors de cette évaluation, nous avons relevé que l'équipement de protection était insuffisant. Pour ce faire, un PSM a été commandé et installé au niveau de ce laboratoire. Donc un autre exemple de situation dangereuse, donc on va prendre une de priorité 1, comme le cas de travailleurs isolés, donc lors des gardes et des astreintes. Donc le risque qui en découle, donc c'est un risque biologique, chimique, risque de chute, risque physique ou risque psycho-émotionnel. Le degré de gravité est de 2 et la fréquence d'exposition est de 1,01. Donc le niveau de priorité est donc de 1. Donc pour ce faire, les mesures existantes, c'est au niveau du LRAM, on a des sentinelles qui sont avisées et présentes 24 heures sur 24. On a des téléphones dans tous les postes de travail et on a prévu l'achat d'un victime hors mort en cas de malheur. Donc l'évaluation des risques a permis également de donner naissance à un autre type d'enregistrement. Donc c'est la classification des micro-organismes en humains en manipulation dans les différents laboratoires. Comme exemple, on prend le laboratoire de bactériologie, mycologie médicale. Donc sur cette instruction, donc, on a la colonne micro-organismes qui sont manipulés au niveau de ces laboratoires, le groupe auquel ils appartiennent, la nature de la manipulation effectuée, la source et échantillon manipulé, ainsi que le mode de contamination possible. Comme exemple, on prend la bactérie Escherichia coli qui est de groupe 2.
La nature de la manipulation effectuée donc, ça peut être soit des mises en culture, des examens directs et inoculation sur des gamines et sur des cartes de vitesse. Le source échantillon, donc manipulé au niveau du harmon CSL, et le risque mode de contamination, donc il est par ingestion. Donc le troisième document qui va par de suite à cette évaluation des risques, donc c'est la liste des produits chimiques dangereux manipulés au niveau de chaque secteur. Donc on prend également l'exemple de la banque de bactériologie microbiologie médicale. Donc on a inventorié tous les produits chimiques utilisés, la nature de leur danger, le fournisseur ainsi que son utilisation. Donc, comme exemple, on prend le cristal bleu qui est un produit nocif et il est utilisé pour la coloration de grains. Et enfin, le dernier document qui est sorti de cette évaluation des risques, donc ce sont des affiches qui sont accrochées au niveau de l'entrée de chaque laboratoire et qui illustrent la signalisation des risques ainsi que les mesures préventives à chaque laboratoire. Donc la première partie de ces instructions, de ces affiches, c'est l'identification administrative. Donc comme exemple, également, on pourrait l'avoir de bactériologie microbiologie médicale. Donc il se situe au niveau du bâtiment principal, à l'étage numéro 2, et sa porte d'entrée est de numéro 202, et son niveau de confinement il est de 2. Donc l'identification des risques est établie dans ce paragraphe. Donc on a pour les risques biologiques et de niveau 3, donc un niveau sérieux. Donc le risque biologique se présente dans la manipulation de spécimens biologiques d'origine humaine, donc que ce soit du sang, des urines, des selles, des spécimens cutanés muqueux, des étanchements, suppuration SR et phalènes, ainsi que dans la culture bactérienne et micrologique de classe 2. Pour ce qui est du risque chimique, il est également sérieux, donc le groupe de classe 3, donc c'est la manipulation des produits chimiques dangereux. Et pour les risques généraux, donc ils sont légers, donc il s'agit de l'utilisation des étupes à CO2, les lampes UV des PSL, l'utilisation d'appareils électriques, la fatigue visuelle et la lombalgie causée par l'utilisation de l'ordinateur et des microscopes, ainsi que l'accès des personnes non autorisées. La seconde partie elle englobe le port de l'équipement de protection individuelle, et la troisième et dernière partie, elle correspond au rappel des consignes de sécurité, donc ils sont en résumé. On a à gauche donc une partie sur l'élimination des déchets, à droite donc les consignes d'urgence et d'incendie qui sont résumées. Donc la conduite à tenir en cas de blessure, projection ou contact avec une substance infectieuse ou une substance chimique nocive, la conduite à tenir en cas de déversement d'un produit chimique ou d'un liquide potentiellement infectieux, et la conduite à tenir en cas d'incendie. Donc je m'arrête là et je passe la parole à ma collègue Dr. Ce laboratoire est composé principalement de 3 ans, d'un laboratoire L3, d'inanimalité A3, d'une phase de préparation ou bien de conditions d'échantillons biologiques à leur réception. L'accès à ce laboratoire se fait, pour les personnels se fait via des phases. Un premier phase correspond au dépôt des produits, un deuxième phase pour le port de qui est spécifique au laboratoire. L'accès au laboratoire L3 se fait via le sens 1 et le sens 2, et l'accès à l'imagerie A3 se fait via le sens A et le sens B. L'entrée et la sortie des équipements au laboratoire se fait via le sens A, et la sortie des déchets au niveau de leur décontamination par un autre laboratoire, l'entrée se fait via le sens déchets. Un contrôle visuel du laboratoire L3 se fait grâce à la présence de fenêtres d'observation. Ici, on voit un exemple d'un contrôle visuel du laboratoire à partir de la salle de réunion. On a aussi un contrôle de pression. La pression du laboratoire est toujours négative par rapport aux autres zones. Donc on a un contrôle via de manomètres digitales qui sont installés à la sortie du laboratoire. Ici, on a un exemple de pression affichée environ 60 pascal et une alarme qui indique une coloration verte, c'est-à-dire qu'on a des bonnes conditions d'accès au laboratoire. Le contrôle de la pression assure aussi informatiquement via un superviseur qui est installé au niveau de la salle de réunion. On voit par exemple ici le cas du laboratoire L3, on a les pressions qui sont affichées, on a le signe vert qui indique qu'on a les bonnes conditions d'accès au laboratoire.
procédures sont répertoriées dans nos documents de qualité. Ici, on a un exemple de procédure d'entrée et de sortie au laboratoire L3. Normalement, afin d'accéder à ce laboratoire, il y a une équipe de protection individuelle qui est spécifique et qui est accrue. Ici, on a un exemple de microscopiste portant un équipement de protection individuelle au sein de notre laboratoire. Normalement, cet équipement contient une protection du corps qui correspond à une combinaison, des protections respiratoires qui varient en fonction du germe utilisé ou bien manipulé. On a des masques FFP2, des masques FFP3 et des fois des masques à gaz. Normalement, il est nécessaire de porter un double gant pour avoir un effet barrière. On a aussi une protection des yeux par des lunettes ou bien des visières, et aussi une protection des pieds par des courts chaussures ou bien des surboîtes. Autre mesure de sécurité au sein de notre laboratoire, c'est la règle des 2 ans en cas de malaise. Et en plus, rien ne sort du L3 sans inactivation ou bien des infections préalables. Comme il a été cité précédemment par ma collègue, on a un contrôle régulier médical du personnel de laboratoire. Chaque personnel du département de sécurité internet de santé propre. Normalement, notre département réalise une évaluation des risques, comme il a été bien détaillé par ma collègue. Ici, vous avez un exemple de grille d'évaluation des risques qui a été réalisé au département de sécurité, où c'est inventarié des situations dangereuses, les risques qui en découlent et les mesures préventives existantes. Suite à cette évaluation des risques, certaines mesures préventives ont été mises en œuvre. Normalement, toute manipulation de matières infectieuses se fait dans des enceintes biologiques de classe 2 et classe 3. Ici, on a un exemple de couple isolateur PSM qui est installé au niveau de la salle de conditionnement. Au niveau de l'animalie A3, tous les animaux sont maintenus au niveau des cages ventilées en dépression et qui contient des filtres épais. Et pour la sécurité du transport, lorsqu'on reçoit un spécimen biologique, normalement, il est transféré à l'intérieur du L3 via un passeport. Et au sein du laboratoire, c'est-à-dire au sein du laboratoire de TCL3, le transfert des échantillons se fait par un système de transfert des PPE. Ici, on a l'exemple de système de transfert du laboratoire L3 à l'animalerie A3. Et aussi, une fois qu'on aura inactivé les échantillons, pour qu'on puisse les faire sortir à l'extérieur du laboratoire, normalement le transfert se fait via un système pneumatique pour manipuler les échantillons au niveau du laboratoire de séquençage diagnostique. Normalement, afin d'assurer une biosécurité, on a une décontamination gazeuse des pièces. Cette décontamination a lieu quand on a une libération accidentelle de certaines matières infectieuses ou bien lorsqu'on veut réaliser une qualification opérationnelle annuelle de notre laboratoire. Normalement, cette décontamination est de ressort d'un personnel spécialisé et normalement, ils sont formés à l'utilisation d'une protection respiratoire appropriée. Lorsqu'on a une exposition probable à des aérosols, il est nécessaire de prendre une douche chimique avant de quitter le laboratoire. En ce qui concerne la gestion des déchets, normalement, c'est l'un des principes fondamentaux de la biosécurité. Il constitue une barrière de confinement cruciale en ce qui concerne les laboratoires de biosécurité de niveau 3. Au sein de notre laboratoire, on a notre double entrée, donc tout déchet qui sort du L3 et de contaminer par cette double entrée, permettant 14 programmes spécifiques, à savoir un programme pour les filtres, les tâches, etc. Pour tout ce qui est traitement des effluents liquides, normalement, on a des réservoirs où on fait une décontamination chimique avant l'évacuation des liquides dans les égouts. En conclusion, afin de préserver la santé humaine et protéger l'environnement, sont les objectifs principaux de la biosécurité. Et pour cela, une évaluation des risques est nécessaire grâce à une mise à jour régulière. Et cela aboutit à des mesures préventives qui sont maintenues par